Merci beaucoup. Voilà nos 30 minutes destinées à l'interactivité, questions-réponses pour prolonger un peu ce que l'initiateur a passé comme communication ce matin. Vous avez donc la parole. Merci, c'est Isidore Akolor du journal Actu Express. J'avoue que j'ai compris l'enrôlement, mais je n'ai pas bien compris la mise sur chaîne. Et je voulais aussi que vous nous expliquiez, vous avez parlé de produits circulants, que moi je compare à la consommation courante. Vous avez parlé de produits fixes. Ouais. Et la production nouvelle, je n'ai pas bien maîtrisé ça. Très bien, merci beaucoup. Je crois que c'est vrai, la mise sur chaîne que j'appelais la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle. Il suffit que l'entreprise ait une carte c'est-à-dire des cartes de salaire pour les employés et une carte d'investissement pour elle-même. C'est déjà la mise sur chaîne. Maintenant, le second volet de la question, la production nouvelle, c'est le salaire sur les cartes de salaire. Le salaire uniquement, parce que ça ne prend que le salaire. Et c'est ça qui est la production nouvelle. La production ancienne, c'est l'entreprise, disons, prenons l'exemple, la moto qu'on a là, c'est la production ancienne. Si l'homme de le taxi moto ne venait pas pour se mettre sur ça le matin, il ne va pas produire quoi que ce soit. Donc c'est lui qui est venu pour le fait qu'il va être rémunéré en salaire, n'est-ce pas? Donc c'est son salaire qui fait la production nouvelle. Donc l'investissement, c'est tout ce qui existe déjà. Et la production nouvelle, c'est l'homme qui vient sur ces machines-là pour faire une nouvelle production contre le salaire. Dans le salaire, il n'y a pas produit circulant et produit non circulant. C'est-à-dire c'est l'investissement. Dans l'investissement, c'est-à-dire dans tout ce qui existe déjà, que les entreprises et les industries consomment, il y a les produits circulants. Tout ce qui vient chaque fin du mois, tels que les factures d'électricité, d'eau, le loyer, le carburant et tout ce que l'entreprise consomme de façon récurrente. Donc maintenant, si l'entreprise a acheté des machines qui vont être amorties dans 5 ans, dans 2 ans, ce n'est pas circulant. Ce sont des produits fixes. Le système traite les deux différemment. Il y a donc la consommation des produits récurrents. C'est ça qui est le R que nous appelons le R et les produits non circulants que nous appelons le NR. Donc cela se retrouve également dans les ménages. Vous avez les ménages qui payent des choses qui viennent de façon récurrente et des choses qu'elles ne payent pas chaque fois. Telles qu'une famille qui a, voilà, très bien, l'électroménager. C'est bon? Monsieur Akolor, merci. Ici, c'est Marc Caboflan du journal Le Regard. Ouais. La première question, c'est de savoir quelle est la différence entre un compte bancaire et un compte marchand. Voilà. C'est au niveau de l'explication, je n'avais pas très bien saisi. Très bien. La deuxième, c'est à quel prix est-ce qu'on peut ouvrir un compte marchand pour une personne physique et pour une personne morale? Et la troisième question, c'est par rapport au logiciel MCNP. MCNP. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, depuis hier, le système même est basé sur ça, puisque c'est la partie mathématique, c'est le logiciel qui sera chargé de tout gérer. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des certificats? Je ne suis pas informaticien, mais je sais qu'il y a toujours à chaque logiciel ou logiciel qu'on crée, il y a des certifications qu'on prend pour s'assurer que, en fait, le logiciel va bien marcher, qu'il n'y aura pas d'erreur en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, le MCNP est un logiciel sur lequel on peut compter, puisque toute notre économie, si on y va reposer là-dessus? Bien sûr. Merci. Le compte marchand, c'est ce que j'ai expliqué. C'est sur le MCNP que cela se crée. Or, le MCNP, ce n'est pas une banque, c'est un marché de crédit en nature pérenne. Il a été programmé pour régler la solvabilité. Donc, nous l'avons considéré comme le compte de répartition des revenus, puisque le pouvoir d'achat se crée là-bas contre un capital, n'est-ce pas? Et donc, il fait en même temps la subvention marchande des coûts d'investissement et de la production nouvelle pour les entreprises. Donc, je crois que les
ménages ont leur compte marchand et les entreprises ont leur compte marchand. C'est différent des comptes bancaires. Donc quand l'on veut obtenir son compte marchand, il suffit d'aller dans les cabinets d'enrôlement agréés du MCNP et paye les frais d'adhésion, ce que vous appeliez adhésion. C'est les frais de solvabilité, nous l'appelons. Ça se paye aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième partie de la question. Ça se paye de façon égale aux entreprises comme... Voilà, nous avons rendu ça identique pour que des gens ne viennent pas se rassembler et dire comme nous avons payé ceci, nous sommes prioritaires à ceci, pour qu'il y ait demain des fractions encore dans la société. Donc, pour nous, nous avons voulu que ce soit identique pour les entreprises, quelles qu'elles soient, et pour les ménages. Voilà, toute personne, il n'y a pas d'exclusion, nous avons donné le cas. Nous ne dirons même pas que les enfants ne sont pas tout le monde. Dès que la personne a des empreintes digitales, c'est-à-dire qu'elle est identifiée au sein des êtres humains, c'est parti, elle peut disposer de son compte marchand. Une entreprise, idem, qu'elle soit marchande ou non marchande. Une église, par exemple, elle a des consommations, elle a des prestations, sûrement. Elle ne vend rien, mais elle doit consommer. N'est-ce pas? Je crois que quelqu'un sourit là-bas, on peut voir ce que le pasteur vend ou bien le prêtre vend. Question à ce niveau. La certification attestant de l'efficacité sans erreur du logiciel MCNP. Voilà, c'est le système qui a été utilisé pour faire le programme. Est un système mis sur Internet qu'on appelle Open, c'est ça, non? C'est-à-dire ils ont ouvert, c'est un logiciel libre qui a permis de mettre le logiciel en place. Les parties de ce logiciel qui ont été utilisées par nos hommes pour faire ça va de jour en jour, n'est-ce pas, avoir sa maintenance. Maintenant, l'arbitrage ou bien la seule chose qu'on puisse faire, c'est de trouver des audits. Des gens qui maîtrisent ce langage viennent auditer. Donc, quand vous faites l'audit, on sort les résultats. Il y a l'audit même qui est aussi un programme universel. Quand on met, ça sort les résultats. L'Indien sait que ça, on a testé avec ceci. N'est-ce pas? Maintenant, la certification, si nous voulons obtenir une certification, c'est notre certificat à nous qu'il faut qu'on sorte maintenant. Mais il y a aussi que si les gens se disent ah ben, on n'a pas confiance à ceux-là et que nous voudrions, dans ce cas, nous allons chez la communauté qui a développé ce système libre-là pour qu'elle vienne elle-même auditer. Donc quand elle vient auditer, elle nous donne maintenant une certification et une licence. Et ça, c'est à but commercial, franchement. C'est pour avoir une étiquette. Ce n'est pas que... Parce que le logiciel, si ça doit craquer, vous faites ça craque. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. N'est-ce pas? Maintenant, les histoires d'anciens, c'est que quand les gens fabriquent les éléments de bout en bout, parfois, il y a des éléments qui n'ont pas été bien faits. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'expérience des habitudes des logiciels. Maintenant, quand les choses sont sur l'Internet, c'est-à-dire sont faits par les techniciens de la chose très expérimentés, qui ont déjà dit, ces erreurs ou bien ces éléments-là, nous les avons déjà enlevés. Nous pensons que ça, maintenant, c'est professionnel. Ça peut être utilisé par des gens, n'est-ce pas, qui ne vont plus avoir ces lacunes, n'est-ce pas? Donc les lacunes, les vraies lacunes qui puissent dire que ça ne fonctionne pas sont déjà à mettre à l'écart. Mais nous n'allons pas nous précipiter vers la certification maintenant. Pourquoi? Parce qu'on mettra tout de suite le logiciel à disposition de ceux qui savent mieux le faire. À moins qu'on dise que nous voulons en même temps ouvrir, puisque ceux-là n'aiment pas la propriété. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'aiment pas la propriété. Et tout de suite, vous leur donnez cela et ils ouvrent. Ce n'est pas que nous ne voulons pas ça, mais nous sommes en expérience. Il faut que nous nous approprions de l'expérience, que nous partageons tout ça là ici comme une propriété
une idée venant du Togo, un truc qui peut revenir aux Togolais, avant d'ouvrir sur le monde entier, pour que ça devienne quand même une propriété made in the world. On ne verra plus la provenance qui soit le Togo, mais la provenance mondiale. Donc ce qu'il y a, c'est dire que nous avons ce sérieux-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus à douter sur l'efficacité de ces outils que nous avons utilisés. Merci, monsieur le présentateur. Oui. Ma première préoccupation, c'est par rapport à l'implication des banques dans le système. Nous savons que la plupart de nos banques ici sont des succursales de banques d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en cela, est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui à pouvoir rentrer dans cette dynamique? Ma deuxième préoccupation, tel que le système est présenté, quand vous donnez tout à l'heure l'exemple du port, je me demande, est-ce que ce faisant, l'État en tant qu'entité peut encore disposer d'une économie nationale pour faire face à certains de ses besoins, qui sont en fait des besoins communs à tous ceux qui appartiennent à la nation? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, je vois. Ensuite, deux questions de profane. Je suppose que je suis un enseignant dans une école et que je suis payé par exemple à 60 000 francs par mois. Bon, je vais adhérer au réseau. Et comment je vais faire alors que mon employeur par exemple n'est pas dedans? Comment ça va se passer pour que je puisse bénéficier de tout ça? Ou alors que je suis un vendeur du maïs au Grand Marché de Taolato et que je veux rentrer et que je veux rentrer dans le réseau. Bon, mes fournisseurs qui sont les paysans de Paratao ne sont pas dans le réseau. Comment est-ce que ça va se faire? Merci. Donc, je crois que le produit est spécialement fait pour les banques. Les banques achètent tout ce qu'ils utilisent comme logiciel. Ce sont des produits des fabricants. Mais les logiciels aujourd'hui prennent le devant de la scène. Dans tous les cas, c'est vers les logiciels que tout le monde va. Mais un logiciel qui fait ce que nous avons là n'existe pas encore. Le rôle des banques, c'est de bancariser la population. Donc, on passe souvent par la bancarisation pour formaliser les secteurs. Mais 10% de la population du Togo sont à peine bancarisés, donc liés à ces structures bancaires. Le rôle de l'UEMOA sur les banques, c'est de forcer les banques à aller dans la population. C'est pourquoi l'UEMOA ne s'entend pas très bien avec ces banques qui demeurent commerçantes et ne veulent que rester là-bas. L'UEMOA sait que les banques ne sont pas faites pour demeurer commerçantes et s'arrêter là et oublier la bancarisation totale, c'est-à-dire l'enrôlement de la population. C'est pourquoi on a autorisé les microfinances à venir s'insérer un peu dans la bataille pour éliminer ce mal des banques. Maintenant, la banque, pourquoi est-ce que on dit la chose en son nom? On parle de commerce. S'il y a un produit qui est intéressant pour un commerçant, il vous serait difficile de l'empêcher d'atteindre ce produit. Ce n'est pas le contraire. Vous pouvez tout faire, il ira à ce produit. Maintenant, la banque, ce n'est pas parce qu'elle est sécuritale des autres banques, c'est plutôt la banque centrale qui a des directives que les banques commerciales suivent. Or, normalement, les directives de la banque centrale sont aussi en faveur de la population et non à l'actif des banques commerçantes. Donc aujourd'hui, le commerçant qui est la banque ne peut que venir à notre produit si il les intéresse. Puisque nous sommes un produit comme elle, on ne leur impose pas. Imaginez que la banque dise que je veux que les gens viennent déposer de l'argent chez moi pour que j'en fasse du commerce. Et que quelqu'un vienne dire, moi, je peux rassembler tout l'argent dans la circulation pour déposer chez toi. En contrepartie, tu l'utiliseras contre les services que tu fais d'habitude, mais j'insère aussi les services des miens pour lesquels j'ai une possibilité de cadrer, de cantonner leur solvabilité, de sorte que tu ne puisses jamais avoir de dette envers eux. Ça, je crois que sur tous les fronts bancaires, on brisera ce qui reste encore à briser. Parce que la banque elle-même a brisé beaucoup de frontières qui l'empêchent d'aller vers les produits les plus lucratifs. Et chez nous ici, la banque ne va plus rémunérer quelqu'un. Parce que vous savez que si vous faites des dépôts en banque,
la fin de l'année, elle doit vous donner des intérêts. Ça, la banque cherche à casser ça, elle ne sait pas comment faire. Puisqu'elle s'est rentrée, si on lui donnait tout, elle veut. Bon, maintenant, elle ne va plus faire ça. À plus forte raison, tous ces produits sont là. Aucun des produits de la banque n'est enlevé. Même les agios, nous n'avons pas créé des comptes qui ne donnent pas ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Nous n'avons pas créé des comptes qui font les intérêts que la banque doit verser sur le fonds de garantie de financement. Donc la banque a tout. Tous les clients sont solvables, sont cautionnés par ce fonds. Il n'y a aucune banque qui puisse s'en passer. Maintenant, si elle s'en passait, c'est qu'elle doit aller chercher sa clientèle ailleurs, parce que personne ne veut s'endetter. Vous voyez, une finance dette et une finance sans dette, laquelle vous allez choisir? Ouais, c'est tout. Maintenant, c'est qu'on ne peut pas aussi dire à certains commerçants, vous avez le droit, et l'autre commerçant, vous n'avez pas le droit. Nous sommes commerçants, nous voulons transformer le peuple en un commerçant sur son fonds de garantie de financement. Comme les banques aussi sont constituées avec des actionnaires, n'est-ce pas? C'est ce que vous vous arrachez ici. Si vous supposez que vous sortez aujourd'hui, on vous dit que il y a les banques qui se sont réunies pour aller voir le ministre et le président pour dire qu'on n'a qu'à arrêter ça. Je suppose que la population ne vous pardonnera jamais d'avoir écouté ça. Ça dépasse un coup d'État à une nation. Parce que vous pouvez la gouverner, mais libérer son marché. Et qu'on dise que ça s'est fait, vous n'allez pas laisser une banque ouvrir sa porte. Vous allez dire de déposer toutes les lois pour que vous voyez quel rôle elles ont pour jouer dans la famille que vous constituez. Et vous verrez vraiment que les gens savent là où il y a les problèmes. Et jamais ces problèmes ne sont au palais des présidents. C'est dans les structures bancaires qui n'ont pas un modèle pour aller. Or, il ne faut pas aussi qu'on les enlève. Maintenant que ce mécanisme est venu, il n'y a qu'un attelage. Et la banque attend ça formellement. Deuxième question est liée à l'exemple du port, où il est question si l'État a suffisamment de ressources. Ouais. Je disais qu'avec l'exemple que vous avez donné du port, je me rends compte qu'on risque de ne pas avoir une économie nationale pour que l'État puisse faire face aux besoins. Si, c'est plutôt ça qui est mis en exergue. L'État, c'est une personne morale. Elle achète, elle vend parfois. N'est-ce pas? Tout ce que l'État est, c'est un consommateur idéal. L'État a une population organisée, une population structurée en une entreprise nantie de tout pouvoir de productivité. N'est-ce pas? C'est ce que l'État veut. L'État dira, je veux la route de Lomé à Saint-Cassé. Autoroute. Mais je veux le financement autochtone. Et ce n'est que le fonds de garantie de financement en nature qui peut lui donner ça. Au lieu d'aller s'endetter, l'État ne va plus s'endetter. On dira, l'État, ça fait combien de milliards? Il dira 150 milliards. N'est-ce pas? Nous dirons, vous coupez ça dans 15 ans. Vous remboursez ça en port, en douane, en impôt, en phosphate, en clinker, etc. Ça se comprend. Et c'est fini. Nous allons prendre les entreprises et la mécanisation en compte. L'entrepreneur consomme le carburant tout dans notre système, embauche les hommes de notre système, et casse les roches de notre système, va faire les routes de notre système. Tout ça pour rembourser, comment il s'appelle, la route à l'État. Et en contrepartie, l'État nous rembourse en tous ces marchandises qu'on vend aux gens qui vont venir. Le phosphate pour ceux qui veulent le phosphate, le porc pour tout ce qui rentre et sort. C'est fini. L'État va avoir une route très propre, sans endettement. Ceci est idem pour les infrastructures sociales, hôpitaux, écoles, partout. L'État commande ça dans sa population. C'est ça, nous avons un petit document que nous avons écrit du bon usage de la monnaie. Cela était à l'endroit de la Banque centrale et de l'économie étatique, pour que l'État voit combien de fois il a tout, pour ne plus jamais trouver qu'il ait de problèmes économiques. Sa dernière question, l'exemple d'un enseignant ou d'une revendeuse de marché qui est dans le réseau, mais son fournisseur ou son employeur n'est pas dans le système. Bon, d'abord pour l'employeur qui paye le salaire,
il faut qu'il soit dans le système, il ne peut pas payer le salaire hors du système, puisque c'est sur la plateforme que les ressources circulent. Il faut que l'employeur vienne sur le système. En tant que personne physique, je voudrais que mon salaire puisse bénéficier de ça, mon employeur ne comprend pas. Non, il vous paye quand même, non? Oui. Mais tant mieux, vous allez venir consommer vos produits avec son salaire qui vous paye. C'est plus sûr s'il paye normalement. Vous voulez qu'il soit soulagé par le système, en vous payant par le système. Mais s'il lui dit, j'ai les moyens pour vous payer, ne me dérangez pas. Bon, si vous prenez votre salaire chaque fois. Mais s'il est incapable de vous payer, et là vous lui dites, mais tu ferais mieux aller hérédement pour éviter ces catastrophes-là. Je suppose qu'il doit venir. Mais s'il a les moyens, ne vous plaignez pas, puisque là-bas, il dépense plus. S'il est dans le réseau, il va bénéficier d'une subvention 30% moins à chaque solde, à chaque fin du mois. Mais vous lui demandez de venir là-bas. Il dit non, je préfère vous payer vos 200 000 que de venir payer 100, combien? Ah, ou bien c'est 500 000 que je dois dire. Oui, monsieur Akolor. Est-ce qu'une personne physique peut parvenir à la mise sur chaîne? Non, à l'enrôlement. Seulement l'enrôlement. Oui, la mise sur chaîne, c'est pas les personnes morales. Voilà. Monsieur Adri, pour l'autre, c'est-à-dire la revendeuse qui a un fournisseur à l'externe, n'est-ce pas? Elle devait acheter en argent comptant. Mais si le fournisseur n'est pas sur le réseau, il lui serait difficile d'accéder à son produit contre les unités sur la carte. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'intermédiaire, quelqu'un qui peut bien acheter chez le paysan, le fournisseur, et qui a la possibilité d'être payé sur la plateforme. Et c'est ça que nous appelons les ACNV. On mettra les comptoirs dans les marchés, Vaughan, Agnier, etc. pour que les paysans qui n'ont pas encore la possibilité d'utiliser les cartes puissent avoir de l'argent en attendant. Toutes les structures que vous connaissez peuvent marcher avec l'explication qu'on a faite dans votre cas, comme dans tous les cas, entreprises, industrie, il n'y a que la carte d'investissement. Il n'y a que les cartes de salaire pour les salariés, pour la mise sur chaîne. Pour l'enrôlement, c'est la personne s'auto-enrôle, ou bien que, puisque nous allons venir sur la dernière partie, c'est là nous allons sortir les outils de l'enrôlement, dont nous avons un qui est le CEMIT. Accompagner au CEMIT tous les outils d'enrôlement que vous allez démontrer aux gens. Par exemple, au niveau des OMD, on dit qu'on veut bouter la pauvreté d'ici 2015 et les résultats sont mitigés aujourd'hui. Mais le Togo peut réussir cela s'il nous reste 2 ans, qu'on dise qu'on donne au Togo d'identifier tous les Togolais, n'est-ce pas, grâce à un 50 000 que l'État ou bien quelqu'un peut allouer à tous les Togolais, et de leur trouver 50 000 de pouvoir d'achat toute leur vie, en mettant 280 000 pérennement sur leur compte. C'est une fois de bon sur leur compte. Donc, avec moins de 300 000, on aura bouté la pauvreté, au moins la pauvreté majeure, la macro-pauvreté. On aura au moins poussé ça de loin. Et la petite pauvreté, ça c'est lorsque la personne a des besoins supplémentaires, elle n'arrive pas à toucher cela. Je crois que c'est un instrument pour qu'on dise, ben, les OMD ont des fonds. Si vous faites le calcul, c'est ça que les presses vont faire, hein, vont appeler les experts pour faire des calculs pour que les gens voient combien il faut pour que le Togo s'en sorte une fois de bon. Et vous allez voir, quand vous faites ça, le pouvoir d'achat que vous allez déduire, vous direz que voilà le pouvoir d'achat qui sera sur le marché du Togo chaque fin du mois. Et c'est ce que les économistes qui vous font les calculs négatifs de Redema ne savent pas. Quand on dit les gens ont du pouvoir d'achat, ils ne voient pas la conséquence économique. La conséquence économique d'un pouvoir d'achat, c'est ce que ça doit drainer comme demande sur le marché. Et c'est la demande qui occasionne la production, donc l'emploi des ressources. Je sais que vous comprenez ça. Donc si vous situez par exemple le pouvoir d'achat à 75 000 des Togolais, 6 millions de Togolais ont 75 000 chacun, regardez combien de pouvoir d'achat mensuel est sur le territoire. Donc gombo, maïs, tout ça là doit être produit pour prendre cet argent en salaire ou bien en revenu. Et c'est comme ça une nation se construit par son pouvoir d'achat. Donc c'est ça que nous visons, nous,
en parlant de revenus, ce n'est pas qu'on veut enlever, on veut amener plutôt. En apportant le revenu, ça crée toutes les conséquences de façon systémique dans le système. Moi, ce n'est plus une question, mais c'est plutôt une suggestion. Ouais. À la première fermeture de Redémarre, il y a eu un cabinet là qui a lancé une enquête fait avec par des économistes de l'université de Lomé où en fait ils ont analysé le système et ont retrouvé que ce n'était pas la chaîne Ponzi et que le système était parfaitement solvable. C'est ça. Nous les journalistes, certes, nous allons aller faire notre travail, mais ce qui serait bien, c'est d'associer aussi ces économistes-là qui ont déjà eu à travailler sur le projet, à ce genre de formation, pour qu'ils participent, pour qu'ils apportent. Puisque, en toute chose, quand nous, par exemple, on va vouloir faire des articles sur le projet, on va peut-être interviewer des experts parce que la plus grande partie de la population va s'attendre aux avis d'experts avant de se relancer dans le système Redémarre. Donc, ce serait bien d'associer les économistes d'université à ce genre de formation. Ça, c'est une très bonne suggestion. Et je crois que notre rôle est de faire, même au-delà de ça, pour aller même au niveau des colloques. Mais le rôle d'un expert, comme vous le savez, c'est de constater, d'analyser ou d'évaluer. C'est ce que nous savons pour la plupart des économistes aujourd'hui. Mais on ne peut pas évaluer quelque chose qui est loin de soi. Ça, il faut dire les vérités telles qu'elles sont. J'ai dit, on peut faire son opinion, mais on ne peut pas faire l'expertise de ça là sans venir ici. Mais si un économiste se trouve capable de se déplacer et venir ici, vous avez trouvé l'économiste de votre pays. Même ceux qui vont faire ce que vous dites là, si vous voulez, nous sommes là, on invitera tout le monde. Mais s'ils ne venaient pas, on ne peut pas aller les forcer. Mais malheureusement, vous avez à les tendre les micros. Et ça, c'est heureusement pour vous, pour avoir passé déjà ici, pour que vous ne soyez pas dans la désinformation. Vous allez dire à monsieur, nous savons que vous ne savez pas. Ah non, c'est tout ce que vous allez dire. Vous prenez sa déclaration, et si vous êtes, vous, instruit de la chose, vous dites, tout ce que nous savons de monsieur X, c'est qu'il ne sait pas. Même s'il dit, ah, c'est un très bon système, etc., monsieur, il ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas qualifier quelque chose de très bon si on n'est pas venu à la chose. Ou bien je mens. On ne veut pas celui qui va nous flatter. Non, ça, il flatte pourquoi? Tu ne connais pas la chose. Tout le monde voit que c'est bon si chacun a la carte dans la main. Mais on t'a indexé comme expert. N'est-ce pas? Là, ça veut dire que tu viens, tu analyses, tu fais ton constat personnel et maintenant tu évalues selon les critères qui ont été enseignés. Mais il est très bien que vous fassiez l'appel plutôt, parce que ces économistes sont moins recherchés que les conseillers économiques. Je suppose que c'est eux plutôt qu'il faut affronter. Vous irez à la primature, à la présidence, dans tous les ministères, dans les banques. Il y a toujours un poste qu'on appelle expert économiste, associé, assistant. Des fois, les galons même s'ajoutent à ça. C'est eux qui conseillent l'économie de notre pays. Donc, vous devez leur demander comment faire pour avoir le revenu pour tout le monde. Comment faire pour que les salaires soient disposés au travail que tout le monde a dans le corps. Point final. Et il finira de donner ce qu'il peut. Et vous allez le noter. Monsieur, vous savez très bien. Monsieur, vous ne savez pas très bien. Je crois que c'est ceux-là qu'il faut chercher. Celui qui est sur le campus, il fait son métier, il fait l'éclosion des économistes. Bon, économistes, ça je comprends. Maintenant, si nous devons réformer cette classe d'économistes, elle peut avoir la modestie de venir ici pour prendre tout ceci et se galvaniser. Désormais, ils sont des porteurs d'une proposition d'économie et qui s'exerce déjà très bien. Et je crois que c'est ce que nous allons faire avec votre mise sur chaîne. Voilà qu'elle a 50 000 et qu'elle veut venir à Redémarre. Qu'est-ce qu'elle peut attendre dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qu'elle peut attendre? Combien de temps elle va payer les 50 000 en une seule fois ou plusieurs fois? Qu'est-ce qu'elle va attendre? Elle achète le compte marchand à 50 000 et c'est à vie. Elle ne va plus payer son compte marchand. Il n'y a même pas des agios ou bien des choses à payer continuellement. Si elle paye 50 000, elle a son compte. Maintenant, il faut payer toutes les autres choses. Il y a la licence qui a son rôle. Nous n'avons pas abordé tous ces produits pour que vous voyez peut-être que demain, dans le CEMIT, nous allons voir tout ça. Après, elle commande ses cartes. La carte aussi, c'est à 10 000. Et
si elle n'a pas fait tout ça là, elle ne peut pas envoyer son capital par la part pour créer un revenu. Donc si elle a 50 000 aujourd'hui, elle paye, elle vient attendre. Le jour qu'elle a 10 000, elle s'en va payer la licence, elle vient, elle attend. Le troisième jour, quand elle a encore 10 000, elle s'en va acheter sa carte, elle attend. Le jour qu'elle va avoir le CAPA pour la consommation, c'est-à-dire ici c'est 280 000 pour avoir 50 000 par mois. Elle met 280 000 pour acheter son revenu récurrent. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, sa carte se charge de 50 000 chaque fin du mois, qu'elle peut utiliser pour toujours, qu'elle peut maintenant utiliser pour payer sa facture, aller dans la boutique, etc. Bientôt, nous allons, avec votre concours, initier des cantines. Si vous permettez, donc en tout, ça fait combien pour rentrer dans le, pour commencer par bénéficier? 280 000. Non, c'est-à-dire, il a dit en tout. Donc ça veut dire 50 000 pour le compte, n'est-ce pas? 10 000 pour la licence, 10 000 pour la carte. Ça fait 70 000. Si la personne veut avoir, ce n'est pas forcément 50 000, hein. Même si c'est 10 000 qu'elle veut avoir chaque fin du mois, elle mettra 56 000. Pour avoir chaque fin du mois 10 000. En dehors de 70 000, elle mettra 56 000 pour avoir chaque fin du mois 10 000. Si c'est 1 000 francs qu'elle veut avoir chaque fin du mois, elle mettra 5 600. Et chaque fin du mois, elle a 1 000 francs. Oh, ça fait rire. C'est comme ça, le mois prochain, elle va mettre 5 600. L'autre mois, 5 600. Un moment, elle aura 10 000 sur sa carte. S'il vous plaît, une dernière question. Ouais. Oui, par rapport à la dame qui vient déposer, par exemple, les 280 000, est-ce que les 50 000, elle peut les prendre en liquide si elle veut à la fin du mois? Non. C'est quoi on appelle liquide? Les billets de banque. Ce n'est pas liquide, c'est solide. Oh, ne riez pas. Disons les mots bien, on se moque de nous. Ça, c'est plus solide que tout. Non, mais ce que je voudrais comprendre, elle va les prendre en nature ou est-ce qu'elle peut le prendre en nature. Même si elle prenait l'argent que vous dites là, elle va aller acheter. Elle va acheter quelque chose. Ou bien, si elle veut déposer, autant laisser ça sur sa carte. C'est la même chose. Au lieu d'aller cacher ça sous le lit ou bien quoi que ce soit. Tout le monde a des comptes bancaires, elle laisse l'argent dans la banque. Ou bien. Mais ça, si elle le laisse, elle ne va rien trouver quand le mois va finir. Ça dit que ce n'est pas cumulable. Si elle laisse ce mois, le mois prochain, troisième mois, quatrième mois, elle va dire ça fait 200 000. Quand elle va en fouiller, on n'a que 50 000. Parce que tant que tu ne consommes pas, le compte ne se recharge pas. Si tu as consommé 2 francs dessus, le mois prochain, c'est 2 francs qui se complètent. C'est de la monnaie intelligente. Parce que cette monnaie-là, c'est que la tomate qu'il a produite pourrie, ou bien est déjà consommée. Elle ne doit plus vivre au-delà de cet instant-là. Nous ne sommes pas rentrés dedans parce que votre temps est court. Mais nous avons essayé de faire ce qui peut vous amener à rentrer dans le vif du sujet. S'il plaît à Dieu, demain, nous allons encore profiter de ces mythes-là pour que vos questions pratiques-là reçoivent des réponses qui peuvent vraiment vous outiller, s'il plaît à Dieu, avant qu'on ne lance notre campagne. Parce que ça va être du boom, s'il plaît à Dieu. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Et que Dieu nous soutienne. Donc, ainsi prend fin la deuxième séance. Demain, s'il vous plaît, le programme se poursuit à 9h précises avec le programme CEMIC 500 000. Un vaste programme qu'on va nous déballer ou dévoiler. Merci.